J'ai combattu de 1955 à 1957 dans les monts Nemencha comme officier de la Légion étrangère aux côtés de Harki Chaouia, opposé au FLN. Je suis lieutenant-colonel de réserve. J'ai publié une quinzaine de livres et fait des conférences sur divers sujets historiques et militaires. Et un de mes livres, intitulé « La bataille de Nemencha », la bataille des Nemencha, sous mon pseudonyme de Dominique Faral, publié en 2004 par les éditions Economica de Paris, explique comment un responsable FLN très performant, Laurent Abès, excusez ma prononciation, a pris le contrôle de ce massif en s'inspirant des techniques les plus modernes de la guerre subversive révolutionnaire et comment les troupes françaises et les Harkas de Chaouia ont réussi à le contrer en s'inspirant des techniques du maréchal Gallieni qui ne sont pas périmées. Je n'ai pas participé personnellement à la première bataille de Djorf, mais je peux résumer ce que j'en ai su, ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Les Nemencha sont un massif aride avec des ravins, des chaos rocheux, des galeries, des grottes, des pitons, des falaises. C'est un terrain très difficile qui était sous-administré. Il y avait un commissariat de police à Remschla même et une brigade de 8 gendarmes à cheval à Taberga au cœur du massif, alors que c'est grand comme un arrondissement français. Et dans chaque douar de la taille d'un canton français, il y avait un caïd armé d'un pistolet parfois ou parfois sans arme, un secrétaire qui n'était pas armé, et un garde champêtre armé d'un fusil de chasse. Il suffisait que 3 ou 4 rebelles un peu mieux armés entrent dans le douar pour sommer le caïd et le garde champêtre de se rallier, les éliminer en cas de refus, mais aucun refus n'était possible. Et ces rebelles mettaient en place une administration clandestine parallèle, on les appelait les Messoulines, qui transmettaient les ordres des rebelles et leur remettaient les impôts et le ravitaillement. Les Messoulines étaient souvent désignés de force et parmi des musulmans anciens combattants qui étaient favorables à la France. Comme ça, ils étaient compromis. Et avant même que la guerre commence, Lahour l'avait gagné dans les Nemencha, puisqu'il les contrôlait et qu'il contrôlait la plus grande partie de la population, et la France n'y avait rien vu. À partir du printemps de 1954, donc, cette prise en main a été faite parce que, en raison de la sous-administration et du terrain très difficile, des dizaines de hors-la-loi s'y étaient réfugiés, les uns politiques, les autres de droit commun. Les politiques, c'était des militants indépendantistes algériens. Et à partir du printemps de 1954, des responsables du mouvement national algérien de Messali Hadj se sont séparés de lui en le jugeant trop attentiste, et ils ont commencé à armer, à encadrer et à armer ces quelques dizaines de hors-la-loi. Et c'est à partir de cela qu'ils ont pu prendre le contrôle de la population et envisager une action militaire. Donc, ils avaient déjà gagné en grande partie avant d'avoir tiré un seul coup de fusil. Le 1er novembre 1954, ils sont passés à l'attaque de plusieurs bourgades des Aurès, et dans les Nemencha, Lahour a envahi Remschla, on nous a dit avec une trentaine de rebelles armés au minimum. Il a pris le commissariat de police et des armes qui se trouvaient dedans, toujours d'après nos renseignements. Et il a abattu, ça c'est sûr, un lieutenant de Spahi et un Spahi qui avaient été envoyés pour renforcer la protection de la ville. Il s'est ensuite replié vers le sud du massif et 2 bataillons de tirailleurs algériens l'ont poursuivi sans parvenir à le rattraper, mais lui leur a tendu des embuscades et a tué leurs 2 commandants. À l'époque, l'armée française combattante était toujours en Indochine, elle était ramenée très, très lentement. Il y avait surtout en Algérie des unités d'instruction et des services. Le premier régiment étranger de Sidi Balabès a envoyé un bataillon de jeunes légionnaires qui ont été mis à Taberga
Et à la fin de juillet 1955, Lavaur leur a tendu une embuscade au sud de Taberga et en a tué 26. C'est à ce moment-là que se place la bataille de Djorf. Voilà le contexte qui a précédé. Cette bataille du côté français avait pour but de reprendre le contrôle des Aurès Nemencha. Donc, d'après les techniques Gallieni, une zone incontrôlée doit être isolée de l'extérieur autant que possible pour empêcher son ravitaillement en armes et en renforts humains. Le Djorf, c'est situé dans la vallée de l'Oued El Alaï, qui se trouve entre la Tunisie et les Nemencha, et on estime qu'environ 200 rebelles s'y trouvaient. Donc le but, c'était de disperser ou d'éliminer ces 200 rebelles et de les remplacer par des troupes françaises qui arrêteraient en partie le ravitaillement venu de Tunisie. On nous a dit que Ben Boulaïd, à l'époque, était emprisonné, il avait été capturé par les Français, il a dû s'évader à peu près à ce moment-là, mais enfin il n'était pas sur place. C'était Shirani Bachir, son adjoint, qui le remplaçait. Le responsable des Aurès était Adjoul, et celui des Mencha, donc Lardour. D'après nos renseignements, Shirani voulait regrouper les combattants des Aurès des Mencha vers l'Oued El Alaï pour être plus proche de la Tunisie, s'y replier en cas de besoin et être ravitaillé plus facilement. Et toujours d'après nos renseignements, Lardour et Adjoul voulaient rester sur leur terrain qu'ils connaissaient bien et où ils se sentaient très à l'aise. L'opération appelée Timgad par les Français a donc été menée en septembre 1955, car les troupes combattantes revenaient d'Indochine et ont commencé à avoir des effectifs suffisants. Elle a été menée depuis la Tunisie, où la France avait encore des troupes. Elle a mis pour cette opération le 4e régiment de tirailleurs tunisiens, qui était très bon, le 2e bataillon du 2e étranger et des goums marocains, qui ont donc attaqué par l'est et avec un débordement par le nord depuis Cheria, qui est au nord de Djorf, dans la vallée de l'Oued El Alaï. Pour achever le bouclage depuis le sud, il y a 3 compagnies portées de légions très mobiles sur des véhicules légers qui sont remontés depuis la région de Ferkane, sur les hauts plateaux. C'était le bouclage au sud. Et le bouclage à l'ouest a été fait par la 3e brigade de Légion à 3 bataillons, depuis Rensselaer et Gentis. En tout, ça a dû faire 7 ou 8 000 hommes au maximum, et ils n'ont pas tous participé à la bataille. La 3e DBLE, par exemple, à laquelle j'ai appartenu peu après, elle a dû récupérer un pistolet, mais c'est pas elle qui a mené l'action. L'action a été menée le 22 septembre. Alors ça, c'est d'après la revue Cameron de la Légion. Elle a été commencée le 22 septembre depuis Cheria par la 6e compagnie du 2e étranger, qui a eu 5 morts, dont le lieutenant qui l'a commandé, et qui a abattu 22 rebelles. À la suite de cela, les rebelles qui étaient plus ou moins dispersés se sont regroupés à Danger, qui est une excellente position, avec des grottes, des pitons. Enfin, c'est très dur à prendre. Et au lieu de se disperser, ils ont accepté le combat à cet endroit. Le 25 septembre, l'attaque a été reprise par les tirailleurs tunisiens, dont on nous dit qu'ils ont eu de très grosses pertes, mais on n'indique pas lesquelles. Et on a annoncé 130 rebelles tués, mais je n'y étais pas, c'est un renseignement qui vaut ce qu'il vaut. Et les rebelles rescapés se sont échappés par le sud en passant à travers les goums marocains qui n'ont pas réussi à les arrêter. Toujours est-il qu'il n'y avait plus une grosse bande de 200 rebelles entre l'Aurès et les Nemencha. Ils s'étaient un peu dispersés. Le 1er bataillon étranger de parachutistes, qui était une unité d'élite et très mobile, depuis Tébessa, s'est déplacé entre la frontière tunisienne et l'Oued El Alaï, en descendant vers le sud, en remontant. Il a intercepté quand même des convois de ravitaillement, il a pris 2 fusils mitrailleurs aux rebelles. Il a en partie isolé les Aurès Nemencha par l'est. Par le sud, les 3 compagnies de Légion, les 3 compagnies portées de Légion, sillonnaient les hauts plateaux, ont arrêté des caravanes et ils arrêtaient leur ravitaillement en armes. Donc la zone plus ou moins bien isolée
a pu être attaqué sérieusement par les Français qui, cette fois-ci, avaient des effectifs supérieurs à 2 bataillons. 2 bataillons ne pouvaient rien faire dans un terrain pareil. On y a mis la 13e demi-brigade de Légion à 3 bataillons, un bataillon de Noirs africains, une compagnie de tirailleurs algériens et 5 harkas locales de Chaouia recrutés sur place parmi les opposants au FLN. Ça devait faire environ 3000 hommes. Les effectifs de Lahour étaient évalués à 500 hommes, 2 mitrailleuses, un mortier et 4 fusils mitrailleurs. Mais ils ne pouvaient pas regrouper 500 hommes, ils pouvaient en regrouper 250 à 300, les autres ont été très repérables. Donc une partie de ces effectifs était dispersée. La tactique française, donc les Français étaient à 6 contre 1 globalement, mais comme il fallait les disperser, autrement ils ne servaient à rien, Lahour s'arrangeait pour attaquer avec des effectifs supérieurs. Ça c'est le rôle d'un guerriero. Il combat globalement en infériorité, mais ponctuellement, il s'arrange pour être supérieur en nombre, et c'est lui qui choisit le lieu de l'embuscade. Pour en venir à bout, il ne fallait pas donc une grosse colonne surarmée qui ne servait à rien, parce que les rebelles n'étaient pas assez fous pour l'attendre. Il ne fallait pas des petits détachements, ils auraient été exterminés. Il fallait proportionner nos effectifs à ce qu'on savait de Lahour. D'où l'importance de connaître ces effectifs pour ne pas commettre d'imprudence. Alors la solution adoptée a été de répartir la valeur d'une compagnie, parfois 2, dans plusieurs postes militaires bien choisis, de manière à pouvoir rayonner autour. Et pour rayonner autour sans se faire submerger par 300 rebelles munis de plusieurs armes automatiques, on a estimé qu'il fallait un minimum de 80 légionnaires qui sortaient du peuple et qui le recherchaient perpétuellement sur le terrain. Les 80 légionnaires avançant par les hauts avec une compagnie avec quand même 8 fusils mitrailleurs, 8 fusils lance-grenades et un mortier, on pensait qu'ils pouvaient tenir tête à 300 rebelles s'ils ne descendaient pas au fond d'un oued d'où ils auraient été dominés. Et l'autre problème, c'était de ravitailler ces postes. Alors là, les convois devaient passer par des pistes infernales, surmontées par des falaises, c'était des vrais coups de gorge. Donc la solution adoptée, ça a été le convoi mensuel, assez important, avec une compagnie de légion en escorte, 2 blindés de la gendarmerie, un avion d'observation chargé de voir ce qui se passait autour, 2 avions T6 prêts à intervenir, c'était les 2 seuls qu'on avait pour la zone. Ils faisaient des 400 km à l'heure, donc pour appuyer de l'infanterie, c'était impeccable. Et ils avaient, si je me souviens bien, 4 mitrailleuses dans chacun. Et les postes qu'on ravitaillait détachaient des éléments à pied sur les falaises, sur les pitons les plus élevés, de manière à contrôler le paysage. Et Lahour n'a pu attaquer aucun convoi à partir du moment où on a adopté ce dispositif. Et il a donc été réduit à la défensive, alors que lui, c'était un homme très offensif. Sa tactique a consisté à se déplacer d'abord. Il ne restait autant que possible jamais plusieurs jours au même endroit. Et les repères, le déplacement était de nuit. Et le repère qu'il choisissait était souvent à la base d'une falaise avec des cahots rocheux qui pouvaient lui servir de retranchement naturel et des galeries permettant de se replier quand il voudrait. Donc il tenait toute la journée et à la nuit, il disparaissait et jamais les Français n'ont réussi à l'empêcher de disparaître une fois que la nuit était tombée. La tactique française passe. Alors, ou bien Lahour était repéré par une des compagnies qui le recherchait en permanence, et à ce moment-là, on a cheminé le plus vite possible tous les renforts possibles. L'aviation ne servait à rien dans les rochers, l'artillerie ne servait à rien. Ou alors, Lahour acceptait le combat. Il me semble qu'une fois, à la première bataille d'Alhambra, il a fait savoir où il se trouvait, en indiquant une position plus au sud, et puis on a acheminé des troupes sur camion pour aller chercher plus au sud, et puis lui, il a attendu une embuscade plus au nord, près des falaises d'Alhambra, qui était un de ses repères. Alors la tactique française face à cette défensive qui normalement coûtait plus cher en tuer à l'assaillant qu'au défenseur, ça a été ce qu'on appelait le perroquet. Dès que les rebelles s'étaient manifestés, soit ils étaient disciplinés, ils abattaient le plus possible d'éclaireurs de tête, on en mettait très peu et on les changeait pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Des fois il arrivait à en toucher un ou deux,
parfois tués. Dès qu'ils étaient démasqués, on postait face aux rebelles sur les rochers, puisqu'il y en avait partout, on postait un élément fixe avec des fusils mitrailleurs, des fusils à lunettes, des tireurs qui, à 200 mètres, mettaient leurs balles dans la cible à tous les coups, des tireurs au fusil en grenade qui, à 150 mètres, mettaient leurs grenades dans un tonneau pratiquement à tous les coups. On avait des tireurs extraordinaires. Et on mettait un élément mobile qui avançait vers les rebelles en rampant parmi les rochers, aussi abrité que possible, et qui en général avait peu de pertes. Alors si les rebelles voulaient arrêter l'élément de tête avant qu'il leur arrive dessus ou à portée de grenade à main, il fallait qu'ils passent la tête par-dessus les rochers. Et à ce moment-là, ils étaient touchés en pleine figure. C'est un genre de combat où il y avait très peu de blessés. On prenait souvent une balle entre les deux yeux ou dans le front. Et les Français avaient des casques, mais s'ils prenaient la balle dans la bouche ou dans le nez, quand elle ressortait par la nuque, ils étaient tués à raide aussi. Et cette tactique dite du perroquet a quand même permis de tuer 8 ou 10 rebelles pour chaque légionnaire tué. Alors les effectifs de la Roure ont fondu, il y avait à peu près un gros combat par mois, et pendant l'été de 56, il y en a eu davantage. Il perdait vraiment beaucoup de monde, il était recomplété tant bien que mal, mais même recomplété, ses effectifs fondés, il était quand même pourchassé, il ne pouvait plus réunir 250 hommes sans être aussitôt repéré. Les légionnaires commençaient à connaître le terrain aussi bien que lui, et ils savaient à peu près où on le trouvait. Après, il a fallu qu'ils se réduisent à 150 hommes, et puis ils en regroupaient 100, et puis ils auraient éclaté en groupes de 50, qui eux-mêmes auraient été obligés d'éclater en groupes de 15 qui se dissimulaient dans les endroits les plus reculés. Alors, Ben Boulaïd a été tué en mars 1956 dans des circonstances controversées, peut-être sautant sur un poste radio piégé par des parachutistes du service de contre-espionnage de l'armée, le 11e choc. Et Adjoul Adjoul, qui se retranchait dans les Beni-Melloul, c'est une forêt naine. On dit qu'elle était impénétrable. Moi, j'ai traversé comme j'ai voulu. C'est des arbres nains relativement espacés, avec des cuvettes rocheuses par-ci par-là. C'était pas une très bonne position. C'était moins bon que les Nemencha. Adjoul s'est rendu en octobre 56. Il était encerclé, il ne pouvait plus rien faire. Chirani a dû être assassiné par ordre d'Adjoul et de Laroure, qui semblaient bien s'entendre. L'un dans le sud des Nemencha, l'autre dans les Beni-Melloul de l'Ouest. Et Laroure a été tué en Tunisie en mars 57, d'après nos renseignements toujours, lors d'un règlement de compte entre rebelles. Alors comme au lieu d'avoir 300 rebelles groupés avec plusieurs armes automatiques en face de nous, là, ça ne permettait pas d'avoir des petits postes ou des petits détachements, avec des groupes rebelles de 15 qui pouvaient se réunir à la rigueur, mais enfin ça faisait 50 hommes ou 60 hommes, on a dispersé les troupes françaises dans la population. C'est la technique d'Alieni et Mao Tse-tung qui a dit que le guérillero doit être dans la population comme le poisson dans l'eau. Au début, c'était les rebelles qui étaient le poisson dans l'eau. Là, les rebelles étaient dans les cavernes et nous, on était dans la population. Moi, personnellement, on m'a détaché avec 14 légionnaires et un harki au milieu de 700 chaouillas semi-nomades, des transhumants, avec pour mission de scolariser les enfants et de soigner les malades. Et autant possible d'essayer de trouver les rebelles qu'il y avait autour. Et on a pratiquement asphyxié les grosses troupes rebelles de cette manière-là. Et après, dans les Nemencha, en 58, il y avait environ 200 rebelles, mais assez dispersés. Ils ont eu un chef qui s'appelait Nasraoui Amar, dit Amar Rafal. Une centaine se sont ralliés parce que leur position devenait très difficile. Amar Rafal a été tué, pratiquement ils étaient tous tués, mais ils étaient pratiquement aussi hostiles au FLN qu'à la France, ils n'obéissaient à personne et ils combattaient quand des troupes FLN régulières, parfois arabes ou kabyles, arrivaient à passer le barrage. Ils étaient plus ou moins attaqués par les rebelles locaux chaouïas qui essayaient de leur prendre de l'armement. Et à la fin de la guerre d'Algérie, les harkas avaient été remplacés par 6 commandos de chasse dans les Nemencha à base d'appeler du contingent français et puis de l'harki chaouïa et puis d'appeler du contingent algérien parce que les troupes de métier étaient prises pour le plan Chal qui consistait à attaquer d'ouest en est les troupes régulières FLN de l'intérieur.
Alors, au début, tant que Larour a été vivant, les Nemencha étaient très, très difficiles, très en avance sur tout. Et après sa mort, les Orestes ont été davantage combatifs et des groupes venus des Orestes pénétraient dans les Nemencha. Au moment des accords d'Évian, on en était là. Alors s'il y a des questions supplémentaires à me poser, je suis à votre disposition.